stars d'Hollywood peuvent paraître sans défaut à l'écran, mais de nombreuses performances emblématiques ont été motivées par une dépendance cachée aux pilules, à l'alcool et à d'autres substances. Aujourd'hui, nous examinons 25 des pires toxicomanes de l'histoire d'Hollywood. 1. Howard Hughes. Tout d'abord, nous avons Howard Hughes, qui était l'une des figures les plus intrigantes de l'histoire américaine, mais pas entièrement pour une bonne raison. Il était connu pour sa richesse immense et son innovation dans les industries de l'aviation et du cinéma, mais aussi pour ses luttes très dramatiques dans sa vie publique et privée, en particulier avec des problèmes de santé mentale et un trouble obsessionnel compulsif. Hughes a hérité de l'entreprise familiale prospère d'outils pétroliers qui a fourni la base financière pour ses entreprises à Hollywood et dans l'aviation. Malgré ses succès, la vie de Hughes était de plus en plus dominée par un TOC sévère, qui se manifestait par une peur extrême des germes et de la contamination, entre autres symptômes. Ce trouble l'a conduit à imposer des exigences rigoureuses à son personnel et à adopter des comportements excentriques et reclus. Alors que son état s'aggravait, Hughes a commencé à s'isoler du public et même de ses proches associés, passant de longues périodes dans des salles de projection obscures ou enfermé dans des suites d'hôtels où il regardait souvent les mêmes films à plusieurs reprises. Les problèmes de santé mentale de Hughes étaient aggravés par la douleur chronique résultant de multiples accidents d'avion alors qu'il les pilotait. Pour gérer sa douleur, il s'est tourné vers la codéine et d'autres narcotiques, développant des dépendances qui ont davantage affecté sa stabilité mentale et ses capacités de prise de décision. Son usage de drogue a fait les gros titres, éclipsant souvent ses contributions à la technologie et aux affaires. Dans ces dernières années, la paranoïa et la santé physique de Hughes ont décliné fortement. Hughes est mort en 1976 lors d'un vol d'Acapulco à Houston pour chercher un traitement médical, largement méconnaissable en raison de son apparence émaciée et de son hygiène personnelle négligée. 2. Bela Lugosi. Tout comme Hughes, Bela a souffert d'un déclin d'une haute nature. Né en Hongrie en 1882, Lugosi est devenu une star en Amérique principalement grâce à son interprétation de Count Dracula, un rôle qu'il a catalogué mais lui a également apporté la célébrité. Les problèmes de drogue de Lugosi ont commencé dans les années 1930 lorsqu'il a commencé à souffrir de douleurs sciatiques sévères. Pour faire face à la douleur, on lui a prescrit de la morphine, un opioïde puissant. Au fil du temps, Lugosi est devenu dépendant. Comme sa douleur persistait, sa dépendance aux médicaments s'est accrue, compliquant davantage sa santé et son travail. Dans les années 1940, à mesure que ses rôles de typecast et d'horreur réduisaient ses opportunités de carrière, la dépendance de Lugosi s'est aggravée. Sa dépendance à la morphine est devenue publique dans les années 1950, lorsque son état s'était détérioré au point qu'il ne pouvait plus la cacher. En 1955, il fit un grand pas en s'admettant à l'hôpital d'État de Norwalk, en Californie, pour un traitement. C'était l'une des premières admissions publiques par une star hollywoodienne concernant la lutte contre l'addiction aux drogues, ce qui était particulièrement courageux compte tenu de la stigmatisation de l'addiction à l'époque. Son séjour à l'hôpital a été largement couvert par les médias. Après sa sortie, Lugosi a rejoint le programme de traitement à long terme au Motion Picture Country House, un établissement dédié à aider les professionnels de l'industrie. Malgré ses efforts, Lugosi a continué à avoir des problèmes de santé. La lutte de Bela Lugosi contre la dépendance a profondément affecté sa carrière, limitant ses opportunités et éclipsant ses talents d'acteur considérables. Il est décédé en 1956 et sa mort a marqué une fin triste à la vie d'un homme qui était devenu une légende du cinéma. 3. Olive Thomas. Olive Thomas est née en 1894 en Pennsylvanie, où elle a commencé sa carrière en tant que mannequin à New York avant de se lancer dans le cinéma. Dans un tournant inattendu, sa vie a pris une tournure tragique en 1920 lors d'un voyage à Paris avec son mari, Jack Pickford, qui était le frère de la célèbre actrice Mary Pickford. Dans la nuit du 5 septembre 1920, après une sortie, Thomas a accidentellement ingéré une dose mortelle de bichlorure de mercure que Pickford utilisait comme traitement topique pour sa syphilis chronique. Le poison était dans une bouteille normalement utilisée pour l'eau potable et Thomas, peut-être confuse et dans une pièce faiblement éclairée, en a bu. Malgré des soins médicaux immédiats, Olive Thomas est décédée 4 jours plus tard, le 10 septembre 1920, à l'âge de 25 ans. Sa mort a été largement médiatisée et entourée de rumeurs et de spéculations, y compris des théories de meurtre, bien qu'elle ait été officiellement considérée comme un accident. Diana Barrymore, Diana faisait partie de la célèbre dynastie d'acteurs Barrymore et elle a affronté une lutte importante contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Diana était la fille du légendaire acteur John Barrymore et de sa deuxième épouse, Blanche Ulrichs. Mais malgré ses débuts privilégiés et l'héritage de sa famille,
la vie et la carrière de Diana ont été éclipsées par de nombreux défis personnels. Dès son jeune âge, Diana a été propulsée sous les projecteurs en raison de la renommée de sa famille, mais elle a eu du mal à se forger sa propre identité à l'ombre de la réputation colossale de son père. Son combat contre la dépendance a commencé au début de la vingtaine et a été exacerbé par ses relations tumultueuses et les grandes attentes placées sur elle en tant que Barrymore. Diana s'est tournée vers l'alcool et les drogues comme moyen de faire face, ce qui a à son tour gravement affecté sa carrière d'actrice. Ses performances ont souffert et elle est devenue moins fiable professionnellement, ce qui a conduit à moins de rôles et à une image publique en déclin. Dans les années 1950, la carrière de Diana s'était largement éteinte et elle faisait plus souvent la une des journaux pour ses problèmes personnels que pour son jeu d'actrice. Elle a tenté de revenir et a même écrit une autobiographie intitulée Too Much Too Soon, qui discutait franchement de ses luttes contre la dépendance et de ses tentatives pour reconstruire sa vie. Le livre a été ensuite adapté en film, ce qui a encore plus publicisé ses luttes. La vie de Diana Barrymore était un exemple tragique des pressions de la célébrité à Hollywood et de l'impact destructeur de l'addiction. Et elle est décédée en 1960 à l'âge de 38 ans d'une overdose d'alcool et de somnifères. Bien qu'il soit connu comme un type drôle, renommé, Fields a affronté des défis personnels très sérieux. Il était connu pour sa forte consommation d'alcool, qui est devenu un aspect déterminant tant de son personnage public que de sa vie privée. Sa consommation d'alcool était si légendaire qu'il en plaisantait souvent dans ses films et apparitions publiques, ce qui ne faisait que le rendre encore plus sympathique à son public. Cependant, dans les coulisses, sa consommation d'alcool posait plus de problèmes. L'alcoolisme de Fields affectait grandement sa santé, entraînant de nombreuses maladies et une personnalité difficile. Il était connu pour être d'humeur changeante et parfois difficile à travailler. Malgré cela, il a maintenu sa carrière grâce à son talent pur et à sa popularité durable auprès du public. Dans ces dernières années, Fields a souffert de diverses maladies liées à son abus d'alcool à long terme, y compris des troubles gastriques et une pneumonie. Son état physique l'a considérablement affaibli et il a passé ses dernières années en semi-retraite avant de décéder en 1946. Ça, c'est Scott Brady, pouvez vous parler des effets dévastateurs de l'alcool sans mentionner Scott Brady. Né Gerard Kenneth Tierney en 1924, il était un acteur américain notable, reconnu pour ses rôles robustes dans les westerns et les drames criminels des années 1940 aux années 1960. Il a commencé sa carrière à Hollywood après la Seconde Guerre mondiale, mais malgré son succès professionnel, Scott Brady a fait face à des défis personnels, notamment avec des addictions. Sa lutte contre l'alcoolisme a été un problème majeur qui a affecté sa carrière et sa vie personnelle. Comme beaucoup d'acteurs de son époque, les pressions pour maintenir une image publique et la nature exigeante de l'industrie du divertissement ont contribué à sa dépendance. La consommation d'alcool de Brady a parfois entraîné des problèmes juridiques et des incidents publics, ce qui a affecté sa réputation et parfois entravé ses opportunités de travail. Malgré ses revers, il a réussi à maintenir une carrière relativement stable, passant à des rôles secondaires et à des apparitions en tant qu'invité à la télévision, alors que la phase de premier rôle de sa carrière déclinait. Scott Brady a continué à jouer jusqu'à ce que sa santé décline. Il est décédé en 1985 de la fibrose pulmonaire, une condition qui a été exacerbée par ses années de tabagisme et de consommation excessive d'alcool. Chico Marx, connu pour son faux accent italien et son sens du timing comique, Chico a joué un rôle crucial dans le succès des Marx Brothers, à la fois à l'écran et en dehors. Tandis que Chico était célébré pour son esprit et ses compétences au piano, il a également lutté contre une addiction à l'alcool et au jeu tout au long de sa vie. Cette addiction avait un impact profond sur ses finances et ses relations personnelles. On savait que Chico buvait et jouait beaucoup, perdant souvent de grosses sommes d'argent, qu'il gagnait fréquemment grâce à ses performances dans les films. Sa consommation d'alcool était si notoire qu'elle était presque aussi célèbre que ses performances, et elle était une source constante de stress au sein de la famille Marx. Malgré ses difficultés, le charme et le talent de Chico continuaient d'attirer le public, et il restait une partie intégrante du succès des Marx Brothers. Ses frères, en particulier Groucho et Harpo, se retrouvaient souvent à le tirer d'affaires. Ce cycle de gains et de perte d'argent a affecté Chico et sa famille, qui devaient parfois gérer ses éclats et obligations. Les problèmes de Chico, dus à ses habitudes, n'ont jamais complètement disparu, et il a continué à se produire avec ses frères, puis en solo pour subvenir à ses besoins. Il a réussi à maintenir sa carrière malgré ses défis personnels et il est resté sous les projecteurs jusqu'à la fin de sa vie. Whit Tallulah Bankhead, né en 1902 en Alabama,
Bankhead devint rapidement célèbre dans les années 1920 et 1930, à la fois à Broadway et dans le West End de Londres. Sa vie était marquée par une série d'excès personnels et de défis. Elle était célèbre pour son mode de vie hédoniste, qui comprenait une consommation prolifique d'alcool et de nombreuses liaisons avec des hommes et des femmes. Son comportement faisait souvent la une des journaux, éclipsant parfois ses réalisations professionnelles. L'usage d'alcool et de drogue par Bankhead était bien connu dans l'industrie du divertissement. Son abus de substances a contribué à divers problèmes de santé tout au long de sa vie, y compris de multiples hospitalisations pour diverses maladies, souvent aggravées par son style de vie. Malgré ces défis, elle a maintenu un calendrier professionnel chargé, motivé par sa passion pour le métier d'actrice et son engagement envers son art. Sa vie personnelle était aussi dramatique que ses rôles sur scène. Tallulah était franc-parler, vive d'esprit et connue pour sa langue acérée, ce qui la rendait attachante pour beaucoup, mais entraînait également son lot de controverses et d'attention publique. Elle n'hésitait jamais à exprimer ses pensées, ce qui, combiné à son mode de vie, la maintenait sous les feux de la rampe. Tout au long de sa vie, les luttes de Bankhead contre l'alcoolisme et la toxicomanie ont été largement rapportées, entraînant de nombreux problèmes de santé et séjours à l'hôpital. Elle a été admise dans plusieurs centres de désintoxication dans ces dernières années pour tenter de contrôler ses addictions. Un tel centre qui traitait des patients souffrant de troubles liés à l'abus de substances était la maison de transition de Highfield dans le Connecticut. Bankhead aurait suivi un emploi du temps quotidien strict à Highfield, incluant des ateliers et des cours éducatifs centrés sur la dépendance et la réhabilitation, en plus de séances de traitement individuel et de groupe. Construire un solide réseau de soutien était probablement souligné dans l'approche de l'établissement, et sa famille et ses proches ont peut-être eu accès à des groupes de soutien par les pairs ou à des conseils. La carrière de Bankhead s'est poursuivie dans les années 1950 et 1960, période durant laquelle elle a assumé moins de rôles, mais n'a jamais complètement quitté les feux de la rampe. Elle est décédée en 1968 d'une pneumonie, complication de son système respiratoire affaibli, en raison du tabagisme excessif et... AVC, Frank Sinatra. Si vous êtes né au 20e siècle, il est impossible que vous n'ayez pas entendu parler de Sinatra avec sa voix suave et sa carrière exceptionnelle. Peu de gens connaissaient sa vie personnelle complexe, qui comprenait des luttes avec divers vices personnels. Alors que la vie professionnelle de Sinatra était remplie de succès, sa vie personnelle était marquée par sa peur de difficultés. Connu pour ses liens avec le Pac et un style de vie trépidant qui incluait des personnalités comme Martin et Sammy Davis Jr., Sinatra était souvent sous les projecteurs pour plus que ses performances. On savait qu'il s'adonnait à de fortes consommations d'alcool, ce qui faisait partie intégrante de son personnage, tant sur scène qu'en dehors. Outre sa consommation d'alcool, la vie de Sinatra était également remplie de relations compliquées et de liens avec des activités de jeu et de mafia présumées, ce qui a contribué à son image dure et parfois controversée. Malgré ses associations et son tempérament volatile, qui a parfois conduit à des altercations publiques et à des problèmes juridiques, Sinatra a maintenu une carrière très réussie. Sinatra a continué à se produire jusqu'à la fin de ses 70 ans, son dernier concert ayant eu lieu en 1995, un témoignage de son attrait durable et de sa résistance. Il est décédé en 1998 à cause de complications liées à des maladies cardiaques et rénales ainsi qu'à un cancer de la vessie. Elvis Presley, le roi du rock and roll, a lutté de manière significative contre une dépendance aux médicaments sur ordonnance, ce qui a finalement affecté sa santé et contribué à sa mort prématurée. Pour faire face au stress et aux exigences rigoureuses de ses performances, Elvis s'est tourné vers des médicaments sur ordonnance, y compris des antidouleurs, des sédatifs et des amphétamines. Ces médicaments ont été initialement prescrits pour l'aider à gérer son emploi du temps chargé et pour faciliter le sommeil et l'énergie de performance. Cependant, avec le temps, Elvis est devenu fortement dépendant de ces médicaments. Sa santé a commencé à se détériorer à cause de l'utilisation excessive de ces drogues, ce qui affectait son apparence, sa capacité de performance et son bien-être général. Ils ont organisé une intervention en 1973 et l'ont poussé à aller dans un centre de désintoxication pour une assistance professionnelle. Elvis a accepté et s'est inscrit au Talion Center, basé à Los Angeles, pour le traitement de la dépendance aux drogues et à l'alcool. Cet hôpital, qui faisait partie du Cedars-Sinai Medical Center, proposait un programme complet de soins pour patients hospitalisés, adapté aux personnalités et célébrités. Elvis aurait eu des séances de traitement intensives en solo et en groupe après un processus de désintoxication médicalement supervisé au Talion Center. Le programme incluait probablement d'autres thérapies pour aborder les problèmes psychologiques et émotionnels sous-jacents, en plus des composants de l'approche en 12 étapes. Elvis avait également accès à du personnel médical pendant son séjour qui pouvait surveiller son bien-être physique et gérer son traitement pour tout trouble concomitant, notamment l'anxiété et la dépression.
À la fin des années 1970, la consommation de drogue d'Elvis était devenue plus grave et cela affectait visiblement ses apparitions publiques et ses performances. Il avait pris du poids, paraissait léthargique et semblait parfois désorienté pendant les concerts. Malgré les tentatives de ses proches pour intervenir, son addiction a continué sans relâche. Elvis Presley est décédé en 1977 à l'âge de 42 ans. La cause officielle du décès était une crise cardiaque, mais il était largement reconnu que sa consommation de médicaments sur ordonnance était un facteur important. 11. Eddie Sedgwick. Né dans une famille riche, Eddie a déménagé à New York pour poursuivre une carrière dans le mannequinat et a rapidement plongé dans le monde rapide et prestigieux de la factory d'Andy Warhol. Mais sous la surface de son style de vie glamour, Sedgwick luttait avec de sérieux problèmes personnels. Elle luttait contre une dépendance à la drogue, en particulier aux barbituriques et aux amphétamines, qui étaient courantes dans les cercles de célébrités de l'époque. Son addiction était alimentée par sa santé mentale fragile, notamment des luttes contre les troubles alimentaires et une immense pression pour maintenir son statut social. La consommation de drogue d'Eddie a augmenté au fil du temps et sa vie a commencé à s'effondrer. Sa relation avec Warhol s'est détériorée et elle a essayé de se lancer dans d'autres projets qui n'ont pas réussi à obtenir une reconnaissance significative. Son addiction et ses problèmes de santé mentale ont continué à s'aggraver, entraînant plusieurs interventions. La vie d'Eddie Sedgwick a été tragiquement interrompue lorsqu'elle est morte d'une overdose de barbiturique à l'âge de 28 ans en 1971. 12. Jimi Hendrix. Le parcours de Hendrix vers la célébrité a commencé dans les boîtes de nuit de Nashville et de New York avant de déménager en Angleterre en 1966 où il a formé le Jimi Hendrix Experience. Malgré son ascension fulgurante vers la célébrité, Hendrix était connu pour consommer diverses drogues, dont le LSD et la marijuana, qui étaient courantes dans le milieu musical de l'époque. Cependant, son implication avec les drogues est devenue plus problématique à mesure que sa célébrité augmentait. Les luttes de Hendrix avec les substances étaient accentuées par le stress de son agenda de tournée intense et les attentes placées sur lui par ses managers et ses fans. Il aurait augmenté sa consommation de drogue, ce qui a commencé à affecter ses performances et sa fiabilité en tant que musicien. Hendrix est mort à Londres en 1970 d'asphyxie alors qu'il était intoxiqué par des barbituriques. Sa mort est souvent considérée comme le résultat de la combinaison toxique de la célébrité, de la pression et de l'abus de substances, un récit courant parmi de nombreux musiciens talentueux de son époque. 13. Truman Capote. Malgré le succès professionnel de Truman et son esprit vif, la vie de Capote était parsemée de difficultés, principalement en raison de ses luttes contre la dépendance. L'abus de substances par Capote a commencé à s'intensifier alors qu'il faisait face aux pressions de la célébrité et à la nature exigeante de son écriture. Son projet le plus ambitieux, de sang-froid, qu'il qualifiait de roman non fictionnel, a été particulièrement éprouvant. Les recherches intenses et la profondeur émotionnelle requises pour ce chef-d'œuvre de true crime l'ont épuisé. Et il s'est de plus en plus tourné vers la drogue et l'alcool pour faire face. Ses addictions se sont aggravées avec le temps, affectant visiblement sa capacité à écrire, et dans les années 1970, la productivité de Capote avait fortement diminué. Il a tenté plusieurs retours, mais ses œuvres ultérieures n'ont jamais atteint le niveau de ses succès précédents. Ses apparitions publiques montraient souvent qu'il était visiblement en état d'ébriété ou en mauvaise santé, et son esprit autrefois acéré devenait de plus en plus amer. Les biographes ont dit qu'ils avaient fait plusieurs tentatives non officielles d'intervention, y compris conseiller à Capote de demander une aide professionnelle et même proposé de payer pour sa réhabilitation. Capote, cependant, a résisté à ces tentatives, minimisant soit la gravité de ses dépendances, soit faisant des promesses creuses qu'il se désintoxiquerait lui-même. Ce n'est que bien plus tard dans sa vie qu'il s'est brièvement fait admettre au prestigieux Hazelden Bedford Center dans le Minnesota pour une thérapie. Ainsi, Capote aurait suivi un programme exigeant de soins résidentiels à Hazelden, comprenant des conférences et des ateliers sur la dépendance et la réhabilitation, ainsi que des séances de thérapie individuelle et de groupe. Le programme en 12 étapes et la création d'un groupe de soutien par les pairs bienveillants étaient des éléments clés de la stratégie du centre. 14. Brian Jones. Brian Jones était un membre fondateur des Rolling Stones, l'un des groupes de rock les plus célèbres de l'histoire. Mais malheureusement, la vie de Jones a été ternie par la toxicomanie. Sa consommation de drogue a commencé à s'intensifier au milieu des années 1960, à peu près au même moment où les Rolling Stones acquéraient une renommée internationale. Jones est devenu célèbre pour sa consommation d'alcool et de diverses drogues, y compris le LSD et les amphétamines. En 1969, son rôle dans le groupe a diminué de façon significative. Il n'était pas en mesure de suivre le calendrier du groupe et les exigences de leur performance en raison de sa santé et de son état mental qui se dégradait. En juin 1969, Brian Jones a été invité à quitter les Rolling Stones et il a été remplacé par le guitariste Mick Taylor. Juste un mois plus tard,
Jones a été retrouvé mort à l'âge de 27 ans dans sa piscine chez lui à Sussex, Angleterre. Le rapport du coroner a indiqué un décès par mésaventure et a noté que son foie et son cœur étaient fortement élargis par l'abus de drogue et d'alcool. 15. Kate Moon, tout comme Brian, Kate Moon était le batteur original du groupe de rock The Who. Mais la vie en coulisses de Moon était aussi folle que ses performances. Il était célèbre pour ses frasques destructrices et son style de vie débridé qui incluait détruire ses batteries et conduire une voiture dans une piscine d'hôtel. Derrière ces cascades qui faisaient des gros titres se cachait une lutte sérieuse contre l'alcool et la dépendance aux drogues qui a profondément affecté sa vie. Son abus de substances a commencé à s'intensifier à mesure qu'il gagnait en célébrité avec les Barrow, utilisant souvent des drogues pour accroître ses niveaux d'énergie déjà intenses et pour faire face aux pressions de la vie sous les projecteurs. La drogue de prédilection de Moon comprenait un mélange d'alcool, de tranquillisants et d'autres médicaments sur ordonnance qu'il consommait en grande quantité pour maintenir son énergie maniaque. Alors que sa dépendance s'aggravait, la batterie de Moon commença à en pâtir et son comportement devint de plus en plus erratique. Malgré des tentatives de réhabilitation et de brèves périodes de sobriété, la santé de Moon a continué de décliner en raison d'années d'abus de substances et tragiquement, Kate Moon est mort en 1978 à l'âge de 32 ans d'une overdose d'héminvrine, un médicament destiné à réduire ses envies d'alcool. 16. Brian Donlevy, né en 1901 en Irlande, Donlevy a déménagé aux États-Unis et a commencé sa carrière dans le cinéma muet, gagnant finalement en reconnaissance pour ses rôles de dur à cuire dans les années 1930 et 1940. Cependant, la carrière et la vie personnelle de Donlevy n'étaient pas sans défi. Il était connu pour lutter contre l'alcoolisme, ce qui n'était pas surprenant parmi les acteurs de son époque. La pression de maintenir une carrière réussie à Hollywood, combinée au haut et au bas personnel et professionnel, a contribué à son problème d'alcool. Malgré ses batailles avec l'alcool, Donlevy a continué à travailler régulièrement tout au long des années 1940 et 1950. Dans les dernières étapes de sa carrière, Brian a continué à jouer sans laisser ses luttes contre l'alcool éclipser ses contributions à Hollywood. Il est décédé en 1972, laissant derrière lui un héritage de performances mémorables dans une variété de genres. Le père de Diana, John Barrymore, était l'un des acteurs les plus talentueux et célèbres de son époque. Cependant, la carrière illustre de Barrymore a été entachée par un alcoolisme sévère, une lutte qui s'est aggravée avec l'âge. Son addiction à l'alcool a eu un impact profond sur sa vie professionnelle et personnelle, le faisant souvent oublier ses répliques et apparaître non préparé sur le plateau. Ce problème est devenu de plus en plus problématique au cours des années 1930 à mesure que sa santé physique et mentale se détériorait visiblement. La lutte de Barrymore avec l'alcoolisme était bien connue à Hollywood et faisait souvent la une des journaux. Sa condition a entraîné de multiples hospitalisations et a considérablement affecté sa capacité à maintenir le rythme exigeant et la qualité de performance attendue de lui. Malgré ses luttes, Barrymore a continué à se produire, puisant dans ses profondes réserves de talent même lorsqu'il était physiquement souffrant. 18. Barbara Payton. Tout comme John, la vie de Barbara Payton a commencé à déraper en raison de ses graves problèmes d'alcool et de toxicomanie. Son comportement est devenu de plus en plus erratique, et ses relations étaient très médiatisées et souvent scandaleuses, y compris un célèbre triangle amoureux impliquant les acteurs Tom Neal et Franchot Tone, qui a culminé par une altercation violente entre les deux hommes. Les problèmes d'addiction et personnel de Payton ont gravement affecté sa carrière. Au milieu des années 1950, elle ne parvenait plus à obtenir des rôles principaux et sa situation financière s'est détériorée. Elle s'est tournée vers des travaux moins réputés, notamment quelques rôles dans des films à petit budget et des poses pour des magazines de pin-up, tandis que sa santé continuait de se détériorer en raison de sa consommation de substances. Dans les années 1960, l'histoire de Barbara Payton était devenue l'une des plus tragiques d'Hollywood. Elle a été arrêtée plusieurs fois pour ivresse publique, petits vols et autres délits. Ces dernières années ont été passées dans des hôtels bon marché et des bars à Los Angeles, un contraste frappant avec ses débuts glamours, et à l'âge de 39 ans, en raison d'une insuffisance cardiaque et hépatique, elle est décédée. Robert Walker était un acteur américain dont la carrière prometteuse a été tragiquement interrompue par ses luttes contre les problèmes de santé mentale et la dépendance. Son mariage avec l'actrice Jennifer Jones s'est terminé par un divorce en 1945, une séparation qui l'a profondément affecté. Cet événement a marqué le début d'une spirale descendante vers de graves problèmes émotionnels et psychologiques. Il luttait contre la dépression et l'anxiété, aggravée par sa dépendance croissante à l'alcool et aux médicaments sur ordonnance.
Son addiction à l'alcool et aux drogues affectait sévèrement sa capacité à fonctionner tant dans sa vie personnelle que sur le plateau, et il continuait à travailler dans le cinéma, mais son comportement devenait de plus en plus insupportable. Ses problèmes de santé mentale ont conduit à plusieurs incidents publics, et sa dépendance aux médicaments psychiatriques prescrits est devenue un problème majeur, avec des indices que certains de ses médecins peuvent l'avoir surmédicamenté. Tragiquement, la vie de Robert Walker s'est terminée prématurément à l'âge de 32 ans. Il est mort d'une réaction indésirable à un sédatif administré par son psychiatre en 1951. Les circonstances de sa mort étaient controversées, soulevant des questions sur le traitement qu'il a reçu et l'impact de ses problèmes de santé mentale. L'histoire de Robert Walker est un rappel poignant des pressions d'Hollywood et du besoin crucial de soins de santé mentale appropriés. Son talent et son potentiel ont été éclipsés par ses démons et sa mort prématurée a laissé une marque sur l'industrie cinématographique en tant que figure tragique d'Hollywood des années 1950. 20. Alan Ladd, malgré son succès à l'écran, Ladd ne pouvait pas s'en sortir. Il luttait contre une insécurité chronique concernant sa taille et son image, ce qui l'a conduit à utiliser des sédatifs pour gérer son stress et son anxiété. La dépendance de Ladd à ces substances a progressivement impacté sa vie professionnelle et sa performance dans certains films était apparemment affectée par son état. Et il avait des sautes d'humeur fréquentes et des accès de dépression. Son usage d'alcool entraînait parfois des incidents publics et des altercations qui étaient relayées par la presse, aggravant ses problèmes. En plus de ses luttes contre la toxicomanie, Ladd a vécu plusieurs tragédies personnelles, y compris la mort prématurée de son fils unique, Alan Ladd Jr., d'une overdose de drogue, ce qui l'a profondément affecté. La santé de Ladd a commencé à se détériorer en raison de sa consommation chronique d'alcool et de sédatifs, ce qui a finalement entraîné sa mort. 21. Whitney Houston. La carrière de Houston a commencé durant son adolescence lorsqu'elle a commencé à se produire comme choriste et mannequin, devenant un succès monumental à un jeune âge. En vieillissant, les luttes de Houston contre la dépendance à la drogue ont commencé à éclipser ses réalisations professionnelles. Sa voix, autrefois pure et puissante, a commencé à en pâtir. Ses apparitions publiques sont devenues plus sporadiques et lorsqu'elle montait sur scène, il était clair que sa lutte contre la dépendance lui pesait. Des tentatives de retour ont été faites, avec quelques succès initiaux, mais sa constance en matière de santé a continué à décliner. Houston ne répondit apparemment pas bien au traitement ambulatoire, car sa consommation de drogue et son comportement imprévisible persistèrent. Houston accepta de s'inscrire à un programme intensif en internat dans un établissement privé basé à Boston en 2011, l'année précédant sa mort prématurée. Houston aurait subi une évaluation approfondie ainsi qu'une surveillance et un traitement 24 heures sur 24 tout au long de ce séjour en hospitalisation. Il est possible que le programme ait combiné des thérapies de groupe et individuelles, l'administration de médicaments, ainsi que d'autres thérapies holistiques comme la musicothérapie ou l'art-thérapie. Finalement, Whitney Houston a été retrouvée morte dans une baignoire à l'hôtel Beverly Hilton en 2012, à la veille des Grammy Awards. La cause officielle du décès était une noyade accidentelle, avec une maladie cardiaque et l'usage de cocaïne comme facteur contributif. Sa mort a été une perte profonde pour le monde de la musique et ses fans. Si vous connaissez les débuts des Red Hot Chili Peppers, vous vous souvenez probablement de Hillel Slovak comme le guitariste original du groupe. En tant que membre fondateur, le jeu de guitare de Slovak était essentiel au succès initial du groupe. Mais malgré son succès et sa renommée, il avait un problème de dépendance à l'héroïne. Un problème qui est devenu de plus en plus grave à mesure que le groupe gagnait en notoriété. Son addiction a affecté sa performance et sa fiabilité, entraînant de courtes périodes où il ne faisait pas partie du groupe, notamment lors de la signature de leur premier contrat d'enregistrement, qu'il a manqué en raison d'engagement avec un autre groupe, What Is This? L'usage de drogue de Slovak s'est intensifié alors qu'il essayait de faire face aux pressions des tournées et du style de vie rock'n'roll qui glorifie souvent l'abus de substances. Malgré ses tentatives de se désintoxiquer, l'addiction de Slovak a continué de dominer sa vie. Tragiquement, sa lutte contre l'addiction a abouti à sa mort d'une overdose en 1988 à l'âge de 26 ans. Sa mort a profondément affecté ses camarades de groupe et a été un facteur important dans le plaidoyer des Red Hot Chili Peppers pour la sensibilisation aux drogues. Anthony Kiedis, le chanteur principal du groupe, a plus tard écrit sur l'impact de Slovak sur sa vie et leur lutte mutuelle contre l'addiction dans son autobiographie Scar Tissue. Tout comme les autres avant lui, Finch a affronté des luttes personnelles, mais les siennes concernaient particulièrement l'alcoolisme, qui a affecté sa vie et son travail. Son addiction à l'alcool était bien connue dans l'industrie et avait un impact significatif sur sa santé et son comportement.
La consommation d'alcool de Finch menait parfois à un comportement erratique sur le plateau et en public. Mais il était également reconnu pour sa capacité à offrir des performances puissantes malgré ses luttes. Les problèmes de santé de Finch liés à sa forte consommation d'alcool sont devenus plus prononcés avec l'âge. Sa dépendance à l'alcool aurait contribué à la crise cardiaque qui a finalement conduit à sa mort en 1977 à l'âge de 60 ans. Il est mort avant de pouvoir recevoir son Oscar, faisant de lui le premier